Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Cindy Chauchard, je suis interne en exercice en réanimation chirurgicale actuellement. Et donc, je vais vous présenter ce diplôme sur lequel j'ai travaillé avec le docteur Pierre-Étienne Leblanc, qui concerne la clindamycine et les dermohypodermites bactériennes nécrosantes, une histoire vraie de toxines, point d'interrogation. Donc, on va commencer par un petit cas clinique, qui est un cas vrai du service. Le cas de Madame D, qui est âgée de 84 ans, qui vit à domicile, autonome pour les activités de la vie quotidienne, et qui n'a aucun antécédent. Le 27 septembre, elle chute à domicile, une chute a priori mécanique. Elle n'a pas de lésion initiale, et puis secondairement apparaît cette lésion, donc je pense que le diagnostic, vous l'avez tous. Elle est mise sous piocétine par son médecin traitant, avec indication à réaliser des pansements par son infirmière à domicile. Puis finalement, la lésion ne s'améliore pas, voire même elle s'aggrave, elle s'étend, ce qui amène la patiente donc à consulter aux urgences le 1er octobre, où elle est mise sous antibiothérapie probabiliste par augmentant. À la prise en charge aux urgences, elle est stable sur le plan hémodynamique et respiratoire, mais finalement elle passe en FA rapide, avec une FA qui est mal tolérée sur le plan hémodynamique, raison pour laquelle elle est du coup transférée à un SSPI, où on la prend en charge, et où on fait éventuellement ce type de lésion qui est apparue. Donc en salle de réveil, on prend l'option d'augmenter, d'escalader l'antibiothérapie. Et donc, du coup, on va faire un petit quiz. Vous avez du coup à chercher les QR codes pour commencer le test. Tout le monde a pu l'avoir? Non, c'est bon. On va voir. Mais il charge, je sais pas quoi. Donc, sinon, pour la plupart, pour l'instant, moi, je vais essayer de me connecter pour qu'on puisse lire les données. Je vous laisse faire. Vous pouvez commencer de ce temps-là, je pense. Et comme ça, on va regarder les données ensemble. Elle est choquée? Elle est en ACFAM? Du coup, elle a une forme altérée avec un remplissage qui ne permet pas de la stabiliser. Ça fonctionne? Ok, bon, il y a déjà pas mal de monde qui a commencé à participer. Ok. Bon, on a déjà des premières réponses qui apparaissent. Donc finalement, assez partagé à 45-45%, soit un traitement par augmentant et clindamycine ou tazocine et clindamycine, donc en antithérapie probabiliste de première intention, d'accord. Donc la seconde question concernait la dose de clindamycine à utiliser. C'est pareil, deux réponses prédominantes, le 150 à 300 mg toutes les 8 heures et 600 à 900 mg toutes les 8 heures. Et puis, pour quelle raison l'administration de clindamycine nous semble-t-elle justifiée? Finalement, donc, ce qui ressort le plus, on s'y attendait, c'est l'action antitoxinique. Et puis, quelques réponses en fonction de l'élargissement du spectre et des signes de gravité. Bon, du coup, je vous propose qu'on revoie un petit peu la diapo pour essayer de trouver les réponses à tout ça. Donc, on passe sur les questions. Donc d'abord un petit rappel qui donc va concerner les dermohypodermites bactériennes nécrosantes, qui est vraiment le nom officiel en français, mais on parle communément de fasciite nécrosante. Dans la littérature, et en fait dans la littérature anglo-saxonne surtout, c'est plutôt connu sous le terme de Necrosing Soft Tissue Infection, donc les NSTI. Et donc si on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est une infection qui est très rare, mais qui est aussi très grave, avec une mortalité qui reste élevée, jusqu'à 24% pour les NSTI.
Si on s'intéresse plus d'un point de vue d'anatomie, donc en fait, pour rappel, il y a 3 couches au niveau du tissu cutané, l'épiderme, le derme et l'hypoderme, qui vont donc reposer sur le muscle, 2 fascias au niveau de l'hypoderme, le fascia superficiel et le fascia profond. Et donc c'est donc dès lors qu'on a une atteinte du fascia profond qu'on va pouvoir parler de dermothermité aiguë bactérienne nécrosante ou de fasciite nécrosante. Les facteurs de risque principaux, donc le diagnostic de cette pathologie, c'est vraiment l'intensité de la douleur. La douleur très intense doit faire penser à ce type de pathologie. Plus tardivement, il y a d'autres signes qui vont pouvoir apparaître, type de crépitation, d'hypoesthésie ou de signes de sepsis, mais vraiment c'est le signe pathognomonique de cette pathologie. Pour les sites qui sont atteints, ce sont essentiellement les membres inférieurs, et donc c'est la raison pour laquelle on axera aujourd'hui plutôt la présentation sur cette atteinte-là. Mais on retrouve aussi des formes cervico-faciales, des formes périnéales, qu'on appelle plus communément la gangrène de Fournier. Pour ce qui est des explorations complémentaires, donc il y aura une indication à réaliser surtout des hémocultures et ne pas oublier de faire des prélèvements en opératoire. Vous savez que c'est une urgence médico-chirurgicale, et donc il faudra faire des prélèvements pour pouvoir adapter l'antibiothérapie secondairement. L'imagerie, elle a donc une place relative au vu de l'urgence, mais elle reste quand même importante, notamment dans un second temps, pour guider en fait la prise en charge chirurgicale. Si on revient un petit peu sur la microbiologie donc, de cette pathologie, il y a une classification qui existe selon le type microbiologique justement, avec 4 types qui sont définis, et le type le plus fréquent, c'est le type 2. Ce sont les infections monobactériennes à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, qui vont toucher donc les membres et qui sont les plus fréquentes. On a comparément donc, le type 1 qui va plutôt regrouper des atteintes polymicrobiennes au niveau abdominopéritonéal, le type 3 sur des germes plus rares comme le Clostridium, et puis le type 4 où on retrouve plutôt des atteintes fongiques chez les patients qui sont immunodéprimés. Le streptocoque du groupe A, donc c'est un streptocoque plus en chaînette, qui va avoir la particularité en fait, de sécréter des facteurs de virulence. En fait, les facteurs de virulence, ce sont des enzymes, des protéines qui vont être responsables des effets plutôt dégradants de la bactérie sur l'hôte, avec essentiellement 2 types de facteurs de virulence. Les facteurs qui vont favoriser l'adhérence au tissu de l'hôte, c'est la capsule qui est faite d'acide hyaluronique, et c'est la protéine M également. Et puis un second type qui sont les facteurs qui vont engendrer les effets délétères pour l'hôte, donc les superantigènes qui sont connus sous le nom de SPA, SPB, SPC, donc qui sont en fait aussi appelés les endotoxines pyogènes, qui vont être responsables du toxic shock syndrome, et puis d'autres produits extracellulaires qui eux vont faciliter l'invasion tissulaire, donc c'est la streptolysine O, la SPE, la streptokinase ou encore la DNase. Donc justement un petit mot, même si ce n'est pas le principal but de ce topo, mais sur le toxic shock syndrome, parce que ça reste identique, c'est très rare, mais la mortalité elle est encore plus effroyable, c'est jusqu'à 50% de mortalité. Et donc il faut y penser devant ces 3 critères diagnostiques. Donc c'est un état de choc avec une pression artérielle qui est abaissée, associé à 2 défaillances d'organes, donc des défaillances d'organes qu'on a l'habitude de rencontrer, rénales, hépatiques, mais aussi des défaillances qu'on pourrait dire cutanées, soit avec l'apparition d'une desquamation, soit avec donc, le critère d'une NSTI. Et dernier critère, c'est une culture positive à ASGA au niveau d'un site stérile, sachant qu'il y a justement 90% des hémocultures qui reviennent positives, d'où l'importance d'en prélever à l'admission. Quand on s'intéresse un petit peu à la physiopathologie de ce toxic shock syndrome, en fait, il est lié à ces superantigènes dont on vient de parler. En fait, les superantigènes, ils vont court-circuiter le système habituel des antigènes. Ils vont créer un lien direct entre ici le récepteur des lymphocytes T et le CMH des cellules présentatrices antigènes, ce qui va faire que la cascade de prolifération des lymphocytes T, elle va s'emballer, il va y avoir une prolifération excessive de ces lymphocytes T qui vont donc produire de façon massive des cytokines, donc cytokines interféron gamma, interleukine 1, 6, le TNF-alpha, et donc ça va provoquer cet orage cytokinique qui va être à l'origine de lésions vasculaires, de fuites capillaires et donc de l'état de choc secondaire. Lorsqu'on regarde un petit peu les guidelines, les premières qui sont mises en évidence, elles datent de 2014, ce sont des recommandations américaines donc par la Société d'infectiologie,
qui rappelle donc qu'il y a un grand intérêt à introduire rapidement une antibiothérapie empirique dans ce genre d'infection, à adapter en fonction d'une étiologie qu'on pense plutôt polymicrobienne ou monomicrobienne. Sachant donc qu'aux États-Unis, il y a deux germes qui vont prédominer dans les infections monomicrobiennes, c'est le streptocoque de type A et c'est aussi le SARS. Et donc, dans les infections plutôt ASGA, ils vont recommander l'utilisation de pénicilline associée à de la clindamycine, avec une dose de clindamycine entre 600 et 900 mg IV toutes les 8 heures. Donc, bravo à ceux qui ont coché cette réponse. Pour ce qui est donc des recommandations françaises, on a des avis d'experts de la SPRID qui datent de 2015, donc qui rappellent dans un premier temps l'importance du débridement chirurgical et de la mise en place d'une antibiothérapie bactéricide, et qu'ensuite, bien qu'elle n'ait pas vraiment fait la preuve de son efficacité, l'antibiothérapie antitoxinique par clindamycine en association au bêta-lactamine doit être utilisée à ces posologies usuelles. Dernière recommandation, c'est la HAS en 2019, donc, qui établit un protocole sur les infections des tissus mous, donc essentiellement plutôt destiné à la médecine générale, et en fait pas de recommandation officielle pour la prise en charge des dermohypodermites bactériennes nécrosantes, avec tout simplement plutôt une orientation à amener ces patients vers le milieu hospitalier, et en fait en justifiant que finalement la littérature est assez pauvre par une pathologie qui est relativement rare, et donc peu d'études, ou lorsqu'il y a des études de très rétrospectives, surtout rétrospectives, et donc qui manque de puissance. La HAS qui rappelle aussi qu'on peut utiliser les recommandations américaines, mais qu'il ne faut pas oublier que l'écologie américaine n'est pas du tout l'écologie française. Si on s'intéresse justement un petit peu à ce qui est fait en pratique, donc il y a une équipe de Mondor qui a mené une étude mondiale sur le management des NSTI en réanimation, une étude qui date de 2015, et donc qui avait pour but d'évaluer la gestion et l'organisation de cette prise en charge des NSTI. Ça a été fait au moyen d'un questionnaire qui a été mis en ligne donc, sur le site de l'European Society for Intensive Care Medicine, et qui a regroupé en fait différents items, donc notamment s'intéressant à est-ce qu'on avait systématiquement un chirurgien présent et disponible d'emblée, est-ce qu'il y avait une équipe spécialisée disponible dans le centre en question. Au final, ce sont en fait 23 pays qui ont été inclus et 100 unités de réanimation dans ces 23 pays, et des pays majoritairement européens. Les résultats, ils sont ici pour ce qui nous intéresse, nous, concernant l'utilisation ou non de la clindamycine. Et en fait, on voit que l'utilisation de la clindamycine, elle est plutôt bien ancrée dans les pratiques. C'est 90% des praticiens qui vont débuter de la clindamycine dans ce type d'infection, avec une comparaison entre le type de centres qui vont en rencontrer fréquemment et ceux qui sont moins habitués à en voir. Finalement, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Ça reste assez comparable. Une petite mise au point sur le PKP de la clindamycine, c'est des choses que vous savez très certainement déjà, mais qu'on a parfois tendance à oublier. Donc la clindamycine, c'est un antibiotique qui appartient à la famille des lyncosamides, qui va en fait inhiber ici la synthèse des protéines bactériennes en se fixant sur la sous-unité 50S du ribosome bactérien. C'est un antibiotique qui est bactériostatique, qui est indépendant et qui a une bonne biodissimilité, qui va également bien diffuser dans les tissus, sauf dans le LCR, ce qui va permettre d'avoir en fait de fortes concentrations intracellulaires. Elle est soumise à ce qu'on ait fait un effet post-antibiotique, on en reparlera plus tard, et c'est une molécule qui au final a peu d'effets indésirables. Donc pour commencer pour essayer d'un peu mieux comprendre comment la clindamycine ça fonctionne, il y a une première étude donc, qui a été menée en 88 par Steven, qui en fait a injecté des souches de SGH chez des souris et a essayé de comparer l'effet de la pénicilline à celle de la clindamycine. Ce qui ressort en premier donc, dans cette étude, c'est lorsqu'on s'intéresse au pourcentage de survie à 14 jours en fonction du délai de traitement, eh bien, c'est qu'on a a priori un délai d'introduction de traitement qui est un peu plus large avec la clindamycine comparé avec la pénicilline, puisqu'avec la pénicilline, même qu'on introduise dès la première heure l'antibiothérapie, eh bien, on a un pourcentage de survie qui est seulement à 60% et qui chute même à 30% à 2 heures d'injection. Pour ce qui est de la clindamycine, même qu'on arrive donc un petit peu plus tard dans le début de l'antibiothérapie, on est toujours à 100% de survie, avec une courbe qui va aussi
chuté jusqu'à 80 voire même 70%, mais donc de façon moins drastique que celle de la pénicilline. Ici, une seconde courbe donc, qui représente le pourcentage de survie au cours des jours. Donc, chez des souris qui toutes ont été injectées avec la souche de SGA, puis ensuite à 6 heures, on injecte l'antibiotique, donc soit la pénicilline, soit la clindamycine. Il y avait l'érythromycine qui était aussi étudiée dans cette étude. Et donc là, on a le même effet comparable qui est très lisible sur ces courbes, où donc le pourcentage de survie est meilleur avec la clindamycine qu'avec la pénicilline. En fait, cette étude donc, de Stevens, elle reprend un effet qui a déjà été écrit en 1952 par Eagle et qui est donc connu sous le nom d'Eagle Effect, qui a tenté en fait d'expliquer que la pénicilline, finalement, elle est efficace seulement quand on l'introduit très précocement dans l'histoire de la maladie, au moment où en fait l'inoculum bactérien il est encore faible, parce que quand l'inoculum il va fortement se développer et croître, les bactéries finalement elles vont arriver dans une phase de croissance où elles sont stationnaires et la pénicilline elle n'a plus d'effet à ce moment-là sur les bactéries. Et ça c'est certainement lié au fait qu'il y a une diminution de la sensibilité aux protéines de lésion à la pénicilline. C'est l'hypothèse en tout cas qui est avancée par les auteurs. Une seconde étude donc, qui date de 2021, qui est vraiment une étude qui est décrite comme majeure dans le Journal of Infectious Diseases, qui est une étude d'Andrioni qui s'était intéressée donc, elle aussi à l'effet de la clindamycine sur les infections à SGA, et donc avec une première étude qui a été faite in vivo chez des souris aussi, sachant un premier élément donc, sur les courbes que je ne dispose pas parce qu'elles étaient dans les annexes, qui est que si j'en compare donc des souris qui ont reçu de la clindamycine à des doses élevées, c'est 100 mg par ml, ou par un groupe contrôle, et il n'y a pas de différence entre les deux groupes en termes de diminution de la charge bactérienne. Donc finalement, l'effet qu'on a avec la pénicilline, qui a vraiment une action bactéricide, on ne l'a pas avec la clindamycine, mais ça on s'y attend parce qu'on a dit que la clindamycine c'est un antibiotique qui est bactériostatique. Et donc, il mène son étude en utilisant d'une part la diminution de la charge bactérienne, mais d'autre part la taille de la lésion. En fait, ce qu'on voit bien dans ce graphe, c'est que dans le groupe de contrôle, eh bien, la lésion initiale, elle continue d'augmenter de taille, alors qu'avec l'introduction de clindamycine, eh bien, finalement, il y a une stagnation de la taille de la lésion provoquée par le streptocoque. Une deuxième étude qui sont faites, c'est sur les facteurs de virulence dont on a parlé en introduction, la DNase ici et la streptolysine de groupe O ici. Donc on va très bien sur cette chromatographie que l'utilisation de la clindamycine eh bien, a permis de négativer l'activité de la DNase, de la même façon sur cette troisième figure que la clindamycine va diminuer l'activité de la streptolysine de type O. Et donc, une fois qu'il a montré donc, cet effet de la clindamycine et son mécanisme d'action dans les infections à SGA, il s'intéresse en fait à la dose de clindamycine qu'il faudrait utiliser pour avoir cet effet. Et donc, c'est pour ça qu'il va commencer donc, à faire une seconde étude, cette fois-ci in vitro, sur l'effet de l'administration, donc de concentration subinhibitrice de clindamycine, en disant que si on prend des concentrations qui sont subinhibitrices, on s'affranchit de l'effet bactériostatique de la clindamycine, on étudie en fait son effet propre. Et donc, c'est ce qui va ressortir sur les courbes que vous avez ici. En fait, plus on met des concentrations qui sont faibles de clindamycine, bien plus on se rapproche de la courbe du groupe contrôle, donc on perd l'efficacité de la clindamycine. Donc, autrement dit, l'inhibition des facteurs de virulence, elle est en fait dose dépendante. Ce qui avait en fait, les schémas que vous avez ici, ils récapitulent deux choses, c'est deux souches de SGA différentes, une de sensibilité prouvée à la clindamycine et une qui a une sensibilité moindre à la clindamycine. En fait, ce que concluent les auteurs via leurs études, c'est que dans les groupes qui sont de sensibilité diminuée à la clindamycine, on a une efficacité qui est moindre, mais qui existe quand même à un plus faible niveau. Dernière chose qui paraît assez évidente, mais que je pense qu'il est quand même important de souligner, c'est que bien sûr l'activité des facteurs virulents elle va augmenter avec la charge bactérienne, puisque les facteurs virulents sont produits par la bactérie, et donc on comprend là de nouveau bien l'intérêt de l'association des bêta-lactamines avec la clindamycine, puisque si on n'a pas l'effet bactéricide des bêta-lactamines, on ne diminue pas l'inoculum bactérien.
Si on s'intéresse maintenant un petit peu plus à la littérature clinique, donc on a une première étude qui a été publiée en 2014 par Karapatis, donc qui est une étude prospective observationnelle qui a été multicentrique, donc qui a été menée dans 45 hôpitaux en Australie entre mars 2002 et août 2004, qui a permis donc de recenser 333 infections à SGA, dont 84 sévères qui étaient analysées. Donc le terme de sévère, ça regroupait les NSTI et le post-shock syndrome. Donc, parmi ces patients, on avait 53 patients qui avaient reçu de la clindamycine, 31 qui n'en avaient pas reçu. Et donc les résultats sont ici. C'est donc une étude en termes d'odds ratio sur la mortalité. Donc on comparait les patients qui ont reçu de la clindamycine et ceux qui n'en ont pas reçu. Et finalement, les résultats sont plutôt en faveur de la clindamycine, avec donc des chiffres qui sont significatifs en analyse univariée, une analyse multivariée qui montre une perte de significativité, mais quand même une tendance qui est toujours préservée. L'analyse multivariée dans cette étude, elle inclut un ajustement sur l'âge et sur le fait ou pas qu'il y a un toxic stress syndrome qui soit associé. Une seconde étude donc, qui est plus récente aussi, qui date de 2021, donc, qui est une étude de cohorte rétrospective multicentrique qui a été menée aux États-Unis et donc via une source de données qui est celle-ci, où tous les patients donc, qui avaient une culture positive à streptocoque bêta-hémolytique étaient inclus entre 2000 et 2015 lorsqu'ils avaient également pris des bêta-lactamines dans les 3 jours suivants. À partir de cette cohorte, donc, il répartissait les patients en 2 cohortes, les statuts infection à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A et les streptocoques à bêta-hémolytique du groupe non A. Donc là, ensuite, il y avait un score de propension qui était fait en fonction de la prise de clindamycine ou non, et donc on étudiait la mortalité intra-hospitalière. Au final, c'est quand même une grosse cohorte qui a été réalisée, parce qu'il y a quasiment 2000 patients qui ont été inclus dans 118 hôpitaux américains. Et donc, il y a à peu près un quart de ces patients qui ont reçu de la clindamycine au cours des 3 premiers jours. L'étude qui ressort dans les infections à SGA, c'est la même chose, elle est plutôt en faveur de traitement par clindamycine. Donc on retrouve dans les 2 types d'analyses, matchées ou non matchées selon le score de propension qu'on retrouve également dans les analyses et qui sont ajustées. Et ça, c'est un effet par contre qu'on perd totalement, on voit dans la seconde cohorte qui a été créée, donc sur les infections à streptocoque non du groupe A, où au contraire, la clindamycine, a priori, n'avait pas d'effet sur la mortalité. Et l'hypothèse qui est avancée par les auteurs, c'est que ces groupes-là auraient plus tendance à être résistants à la clindamycine que ne l'est le streptocoque du groupe A. Et je vais terminer par une revue de la littérature, finalement, qui reprend donc la littérature à la fois clinique et expérimentale, qui a été conduite sur PubMed, Cochrane et d'autres supports officiels. Donc, c'est une étude qui date de 2021 et qui a inclus au total 59 articles. Je vous ai repris ici les articles qui concernaient la clindamycine. En fait, finalement, il y en a peu. L'étude, elle étudiait plusieurs choses concernant les infections invasives à SGA. Elle étudiait la clindamycine, mais elle étudiait aussi le bénéfice des immunoglobulines intraveineuses et le bénéfice de l'antibiothérapie prophylactique. Et donc, ce qui fait que les 59 articles ne concernent pas que la clindamycine. Donc, dans les 5 articles qui sont repris dans cette étude, il y en a déjà 2 que je vous ai présentés, donc l'étude de Karapatis en 2014 et l'étude de Babiker en 2001. Et donc, il y en a 3 supplémentaires, dont une qui est une étude pédiatrique pour les 2 autres qui sont adultes, une rétrospective et une prospective, mais qui inclut finalement un très faible nombre de patients. Et donc, au vu de cette étude et de l'ensemble des données, toutes les études, elles concluent plutôt à une faveur pour la clindamycine, surtout en termes de diminution de la mortalité, finalement, ce qui est quand même un critère majeur. Et c'est ce qui amène l'auteur à conclure que, puisque la clindamycine, finalement, c'est une molécule qui est relativement sécure, qui a un faible coût, eh bien, il est proposé d'associer la clindamycine au bêta-lactamine pour traiter les infections sévères à streptocoque du groupe A qui doivent être traitées à l'hôpital. Donc on arrive donc à la conclusion de se dire qu'effectivement, comme ça a été déjà bien cité par les sociétés savantes, les preuves scientifiques de haut niveau, elles sont peu abondantes
Mais encore une fois, la clindamycine, c'est un vieil antibiotique dont on connaît bien les mécanismes d'action. On l'a vu avec les études expérimentales, qui a aussi peu d'effets indésirables et un coût qui est faible. Donc il nous semble plutôt légitime de dire oui, il faut continuer à utiliser la clindamycine dans les infections sévères à GI, notamment les dermohypodermites bactériennes nécrosantes des membres ou les fasciites nécrosantes, pour montrer un langage tout courant, qu'on peut rencontrer à l'hôpital. Donc pour un petit rappel du coup sur la dose de clindamycine qu'il faut utiliser.